Voilà, bonjour à tous. Au nom de Viatome, bienvenue à cette conférence qui va traiter de la problématique des chutes. Alors je pense que ce n'est pas moi que vous êtes venu voir ni écouter, mais plutôt M. Baudry, qui est d'abord beaucoup plus jeune et joli que moi, d'un côté, et d'autre part beaucoup plus compétent pour vous parler des chutes. Il travaille à Erasme. Je vais laisser se présenter. Moi-même, je vais essayer de ne pas tomber en quittant le podium. Voilà, bonne réunion et bon week-end bientôt. Bonjour, merci pour cette introduction. J'ai rajeuni et je me suis embelli en même temps, ce qui est toujours agréable. Donc je suis Stéphane Baudry, je suis chercheur à l'ULB, donc à l'Université libre de Bruxelles, et soutenu financièrement par le FNRS, donc, tel que vous pouvez le verra tout à l'heure. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est détailler quelques aspects des pertes d'équilibre chez la personne âgée. Alors je vais aborder cette thématique surtout via des supports que je connais relativement bien, donc tout ce qui va plutôt être neuromusculaire, puisque ce sont mes domaines de recherche, mais en essayant de rapporter ça à des choses beaucoup plus cliniques et pratiques, de manière à ce que vous puissiez avoir des idées en sortant de la salle. Donc comme vous le savez, on a une augmentation du nombre de personnes âgées dans la majorité des sociétés occidentales, et cette augmentation de personnes âgées s'accompagne de traumatismes et pathologies en tout genre, et celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le vieillissement. Et donc on peut voir sur cette pyramide que entre 30 et 50% des personnes de plus de 65 ans font au moins une chute par an, et que ce taux de chute, en fait, augmente dès l'instant où vous avez chuté une fois. Donc il y a un taux de récidive qui augmente le risque de facteur, plutôt qu'il augmente le risque de chute. Et une des conséquences de la chute est non seulement la peur de chuter, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est également des conséquences traumatiques. Et donc on peut voir ici sur ce schéma, j'ai essayé de pointer sans me retourner, qui a un nombre de consultations pour blessures relativement important, puisqu'on est à 5%, et ça conduit même jusqu'à des hospitalisations. Et dans un petit nombre de cas, mais que ce nombre de cas augmente d'année en année, ça peut aller jusqu'au décès. Donc la chute n'est pas un événement bénin. S'il l'est pour un enfant qui apprend à marcher, chez la personne âgée, ça devient un événement beaucoup plus important en termes de traumatisme. Et ici, encore une fois, il est important de rappeler que ce sont des traumatismes qui peuvent être à la fois physiques, donc d'où les hospitalisations et les décès, mais également des traumatismes psychologiques. Ah, il manque quelque chose sur la slide. C'est gênant. Bon, alors on va deviner ce qu'il y a. Ça va être assez rigolo. Donc normalement au centre, je ne sais pas ce qui se passe avec la présentation, donc normalement au centre, vous avez la chute, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et en fait, cette chute va reposer sur différents paramètres. Et ces paramètres sont, le plus évident, la personne. Donc les caractéristiques de la personne vont influencer le taux de chute et les conséquences des chutes. On va également avoir un facteur environnemental. Donc les chutes se produisent même à domicile et a priori dans des cas, dans toutes les pièces de manière relativement similaire, sauf que les traumatismes suite aux chutes sont différents en fonction des pièces. Il y a plus de traumatismes graves dans les salles de bain que si vous marchez dans votre couloir, par exemple. Et un dernier point qu'on ne voit toujours pas ici, c'est l'aspect médicamenteux. Donc normalement, une personne âgée arrivée à 65, 70, 75 et voire plus, elle va prendre de plus en plus de médicaments. Et la prise de médicaments, et surtout la prise de plusieurs médicaments à la fois, va augmenter le risque de chute chez la personne âgée. Et associé à ces aspects médicamenteux, il y a aussi un problème de dénutrition. Donc on a souvent un phénomène de sarcopénie, on en reparlera tout à l'heure, donc de perte de masse musculaire, mais également de dénutrition générale, qui fait qu'on a des carences, et que ces carences vont engendrer non seulement des pertes d'équilibre, mais également fragiliser le système osseux, et donc favoriser les fractures en réponse à la chute. Donc tout ça était sur le petit mot fléché qui était ici au tableau. Donc on va essayer de faire la suite. Et donc, l'idée ici, de ce que je voulais vous présenter, c'était de mettre en évidence certains paramètres, certains facteurs qui sont essentiels pour le maintien de l'équilibre et que dès l'instant où ils sont affectés,
notamment par le vieillissement, eh bien, vont augmenter le risque de chute. Alors, sur ce schéma, c'est assez parlant. Si on regarde, je vais me décaler un petit peu, pardon pour la vidéo, si on prend ici les différentes espèces animales, dont nous, eh bien, vous allez avoir ici ce qu'on appelle la base de support, qui est en fait la surface représentée par les 4, quand on est quadrupédique, donc les 4 pattes, par exemple, ou 2 pieds quand on est sur l'être humain. Et vous avez ici cette petite flèche qui correspond en fait à la position du centre de masse. Donc sans rentrer dans le détail, c'est là où finalement va s'appliquer les forces de gravité, et une condition sine qua non à l'équilibre, c'est que cette projection verticale du centre de masse soit dans la base de support. Tant que c'est le cas, alors il n'y a pas de problème, vous êtes en équilibre. Et donc on peut facilement voir sur ce schéma eh bien, que s'il est aisé pour un chien ou des singes de rester en équilibre, pour l'être humain, ça devient beaucoup plus compliqué. Et si je vais même dans le détail, eh bien, on peut retrouver ici les différents paramètres qui finalement conditionnent l'équilibre chez la personne humaine, donc, et surtout qui conditionnent le déséquilibre. Donc à l'état de repos, ou tel que je suis actuellement, je dois systématiquement contrôler mon équilibre, puisque ici on a une base de support relativement étroite, puisque c'est la longueur de nos pieds. On a une position du centre de masse relativement élevée par rapport à ce support, et surtout ce centre de masse eh bien, est en avant de l'axe de l'articulation de la cheville. En d'autres termes, si je ne contracte pas les muscles de la jambe ici, je tombe en avant. Et pendant longtemps, on a considéré que l'activité de la station debout, le contrôle de la station debout, était simplement une activité réflexe. Et donc, c'était essentiellement basé sur les travaux qui étaient réalisés chez le chat. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que le chat est un quadrupède. Et que les données expérimentales obtenues chez des quadrupèdes ne sont pas tout à fait les mêmes quand on veut les transférer forcément sur l'être humain. Et donc, cette station debout demande un contrôle permanent, et non pas un contrôle réflexe, mais un contrôle de notre cerveau sur cette station debout. Et donc, il est courant en laboratoire, mais également même dans les services cliniques, eh bien, d'évaluer la stabilité posturale en utilisant une plateforme de force. Donc ce sont des capteurs de force qui vont permettre eh bien, de mesurer l'impact, la réaction au sol, les forces de réaction au sol que l'on met en œuvre pour maintenir la position debout. Et donc là, on mesure ça sur les différents axes. Et en faisant ainsi, eh bien, on obtient ce petit spaghetti que vous voyez ici, donc pour une personne de 20 à 40 ans. De 40 à 60, vous voyez que la taille du spaghetti et surtout son étalement augmente. Et chez une personne de plus de 60 ans, eh bien, on a vraiment une diminution de la stabilité posturale. Donc l'idée de ce petit spaghetti, c'est que plus il est grand et plus il est étalé, moins vous êtes stable. Donc plus la personne oscille. Or, plus vous oscillez, plus vous arrivez aux limites de votre base de support. Rappelez-vous, on a une petite base de support. Plus j'oscille, plus je suis aux limites. Plus je suis aux limites, plus je suis à risque de chute. Et quand on regarde l'évolution de la stabilité posturale qu'on a ici, toujours mesurée avec une plateforme de force, en fonction de l'âge, eh bien, vous pouvez voir que dès l'instant où on passe la vingtaine d'années, eh bien, cette stabilité posturale augmente progressivement avec l'âge, et c'est valable aussi bien pour des hommes que des femmes. Donc ici, cette augmentation de stabilité posturale place la projection du centre de masse de plus en plus à la limite de notre base de support, donc augmente le risque de chute. Alors pour contrôler cet équilibre, comme je vous l'ai dit, on a notre cerveau, notre moelle épinière, qui va permettre de relier le cerveau au nerf moteur. Donc ici, c'est un nerf moteur, bien évidemment, en plusieurs, et qui vient contrôler les muscles de la jambe. Donc bien évidemment, ce n'est pas un nerf moteur, ce n'est pas un muscle, mais on a une multitude de nerfs moteurs. Et ça, c'est le système de base que le système neuromusculaire a pour contrôler le mouvement, mais donc, dans notre cas, contrôler l'équilibre. Et cette stabilité posturale eh bien, va dépendre d'un très grand nombre de facteurs. Hop là, en arrière. Voilà. Et donc, cette stabilité posturale ici, et même au-delà de la stabilité posturale, le risque de chute, donc qui est ici en ordonnée, eh bien, va dépendre d'un très grand nombre de facteurs,
Et ces facteurs, par exemple, sont des facteurs biomécaniques, des facteurs cognitifs, des facteurs de contrôle dynamique de la posture, des orientations dans l'espace, et donc forcément, si vous avez... On est tous au courant que chez les personnes âgées, l'orientation pose un problème, les stratégies sensorielles, et enfin des stratégies de mouvement. Et on n'aura pas l'occasion ici, en tout cas j'aurai pas l'occasion d'en vous en parler, mais il semble y avoir différentes stratégies, qu'une stratégie surtout qui évolue avec l'âge. Alors, pour aujourd'hui, on va s'attarder essentiellement sur différents aspects, notamment l'information visuelle, l'information vestibulaire, donc notre oreille interne, qui est un des principaux capteurs de l'équilibre. On va également s'intéresser à la proprioception, donc les informations qui reviennent notamment de nos muscles et qui sont essentielles pour maintenir la position debout, et les récepteurs cutanés, puisque l'interface entre notre corps et le sol reste la voûte plantaire, et donc les informations qui remontent de la voûte plantaire sont extrêmement importantes. Alors on va commencer par la vision, et donc ici on a mené une série de travaux assez récents, donc on est en train de les publier ici, sur l'impact de la vue sur le contrôle de l'équilibre entre des sujets jeunes et des sujets âgés. Et ce que vous pouvez voir ici sur ce schéma, c'est pour les barres grises, les fluctuations finalement de l'équilibre, les fluctuations posturales enregistrées via la plateforme de force. Donc, parce que j'ai plus l'habitude, je vous parlerai de centre de pression. D'accord ? Donc, centre de pression, c'est simplement les forces de réaction au sol suite à vos petits ajustements posturaux. Et donc, ce centre de pression, ces fluctuations du centre de pression, avec les yeux ouverts ou sans les yeux ouverts, et vous voyez que chez des sujets jeunes, il y a une petite différence, mais qui n'est pas très marquée. En revanche, chez la personne âgée, vous pouvez voir que si on a la personne âgée, ici on parle de sujet âgé de plus de 65 ans, mais saine et sans médicaments, sans prise de médicaments, et bien vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence dans la stabilité posturale dans ces conditions-là. Par contre, quand on leur demande de fermer les yeux, elles ont beaucoup plus de mal à contrôler l'équilibre. Donc il va y avoir un aspect important, donc une influence de plus en plus importante de la vue dans le contrôle de l'équilibre. Alors la vue, on peut la contrôler, et on sait que l'acuité visuelle va diminuer avec l'âge, et généralement à partir de 40-50 ans, on commence à porter des lunettes. Et ici, vous avez un graphique qui vous représente la stabilité de la tête et du tronc, donc toujours ici, en fonction de l'acuité visuelle. Et vous pouvez voir que plus l'acuité visuelle est importante, donc plus je suis proche du 10/10 ou corrigé, moins j'oscille. Par contre, un défaut de correction engendre une instabilité posturale. Et il faut savoir qu'entre 20 et 40%, suivant les études, des personnes âgées ont une mauvaise correction de leurs défauts ou de leur baisse d'acuité. Ce qui veut dire qu'on se trouve dans une situation où les personnes âgées sont probablement autour de cette zone-là, donc il y a déjà un effet simplement d'une mauvaise correction sur la stabilité posturale. Mais cette correction, elle doit être bien appliquée et surtout appliquée aux deux yeux. Donc ce schéma représente par exemple le nombre de chutes, en tout cas le pourcentage de personnes chuteuses, donc on appelle ici les chuteurs, en fonction des corrections. Et donc vous avez les deux yeux corrigés, un seul œil bien corrigé et un œil moyennement corrigé, et ainsi de suite. Et vous voyez que quand les deux yeux sont extrêmement mal corrigés, vous avez une très grande instabilité posturale. Donc il va être important de checker systématiquement les corrections que portent les personnes âgées si on veut prévenir un minimum les risques de chute. Seulement, ce n'est pas aussi simple que ça. Si on prend cette étude, par exemple, ils ont testé justement le fait de corriger la vue, mais ils le corrigeaient avec des lunettes bifocales, donc pour corriger les défauts de vue aussi bien de près que de loin. Et les résultats sont assez étonnants, puisqu'en corrigeant correctement et avec ces lunettes bifocales, vous augmentez le risque de chute. Donc, par contre, une telle incidence est moins marquée si vous avez des verres qui ne corrigent qu'un seul aspect, donc soit la vue de loin, soit la vue de près. Mais les lunettes ou les verres bifocaux tendraient à augmenter le risque de chute. Alors, c'est quand même à nuancer, puisqu'il y a une étude de 2011 ici où ils ont fait exactement la même chose, mais ils ont utilisé des verres qui n'utilisaient qu'une seule correction, donc pour voir de loin dans cette étude.
Et ils sont aperçus qu'il n'y avait pas d'incidence de bien corriger la vue ou non chez les personnes âgées en termes de risque de chute. Sauf pour un sous-groupe de population qui, en fait, avait énormément d'activité à l'extérieur. Donc finalement, on augmente, je ne l'ai pas montré, mais on augmente le risque de chute plus on fait d'activité à l'extérieur. C'est normal puisqu'on est plus actif, donc on a plus de chances de tomber. Mais chez ces personnes qui avaient une très grande quantité d'activité extérieure, et le fait de corriger la vue diminuait le risque de chute. Si vous avez des personnes qui restent relativement à domicile, ou très souvent à domicile, eh bien l'incidence de la correction visuelle ou de l'acuité visuelle est beaucoup moins grande sur le risque de chute. Alors, ça veut dire qu'on peut aussi penser à d'autres ajustements de manière à compenser cette plus grande influence de la vue sur le contrôle de l'équilibre, malgré la diminution de l'acuité visuelle. Alors, une des possibilités qui est évoquée, eh bien, c'est d'ajuster la taille des marches, puisque vous vous trouvez ici dans un cas où les marches sont relativement étroites, ce qui fait qu'on ne voit pas la position du pied. Or, si vous avez une personne qui se fie de plus en plus à la vue pour maintenir son équilibre ou pour bouger, eh bien, il est important d'ajuster la largeur ou la profondeur des marches, de manière à ce que quand elle marche, elle puisse avoir un minimum d'informations visuelles. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est d'augmenter l'éclairage ou la balisation des endroits. Et par exemple, il y a plusieurs études qui montrent qu'une personne hospitalisée a plus de chances de chuter à l'hôpital que chez elle. Une des raisons, c'est que dès l'instant où vous changez l'environnement, il y a tout un tas de petits détails auxquels vous n'êtes pas attentif. Le revêtement qui va changer d'un couloir à l'autre, ou de la chambre au couloir, des petites dénivellations que vous ne voyez pas forcément. Et augmenter la signalisation, comme par exemple, ici ils ont mis une barre qui s'éclaire, donc une barre lumineuse, mais simplement le long des couloirs, mettre des traits discontinus, des traits discontinus sur le sol, eh bien, permettrait de prendre davantage d'informations pour la personne âgée et donc de limiter le risque de chute. Donc la correction visuelle est une chose, l'aménagement de l'environnement en est une autre, et ça doit probablement avoir... Et ça peut surtout être fait relativement simplement, sans forcément beaucoup de budget. Donc après avoir vu la vue, on va descendre vers le système vestibulaire. Donc c'est notre oreille interne, donc je ne vais pas vous redétailler le système interne de l'oreille interne, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'âge, eh bien, la qualité et la quantité des récepteurs qu'on trouve au niveau du système vestibulaire diminue. Donc non seulement on a moins de récepteurs pour capter les mouvements de la tête, puisque c'est essentiellement des mouvements de la tête dont il s'agit, mais en plus de ça, on va avoir une altération de ces signaux. Donc le système vestibulaire se dégrade, et quand on est en station debout tel que je suis là, ça n'a aucune incidence. Dès l'instant où je vais me mettre en mouvement, ou dès l'instant où je suis dans une situation instable, où je balance de plus en plus, alors ça va être important. Et par exemple, je vous ai fait tout un speech sur le système vestibulaire, mais ce n'est pas le système vestibulaire qu'on va voir maintenant, c'est les récepteurs cutanés. Ça m'apprendra à ne pas lire mes slides. Donc, on va descendre sur les pieds. Désolé, j'ai mis par ordre d'importance et je m'en suis oublié au dernier moment et je l'ai oublié. Donc, on va descendre sur les pieds, sur les récepteurs cutanés ici. Et de toute façon, le constat est le même. Donc c'est l'avantage, c'est que mon message est le même, sauf qu'on va changer le nom, on ne va pas parler du système vestibulaire, mais des récepteurs cutanés, donc qui captent la pression. Et au niveau des pieds, le pied est un endroit très riche, une zone très riche de ces récepteurs. C'est ce qui vous permet, même en fermant les yeux notamment, eh bien, de savoir si vous êtes plus à droite, plus à gauche, plus en avant, plus en arrière, quelle est la surface du sol. Donc c'est également un élément important. Et donc on a différents récepteurs qui captent ces informations-là, et tous montrent une diminution soit de sensibilité, soit de qualité avec l'âge. Et alors, pour bien vous montrer l'influence de ces récepteurs sur l'équilibre, il y a une étude qui a été faite où on gelait les pieds des sujets. Donc on leur demandait aux sujets simplement de mettre les pieds dans 2 bacs d'eau, très très froides, donc des bacs de glaçons, pendant un certain temps. Et si on fait ça, et c'est valable même avec la main, vous l'avez tous expérimenté, quand vous avez très froid aux doigts, généralement vous sentez beaucoup moins les choses. C'est exactement la même chose au niveau des plantes plantaires. Et ce qui fait, c'est qu'en fait, on diminue le seuil de sensibilité des récepteurs.
Alors en faisant ainsi, vous pouvez voir que la station debout, les yeux ouverts, pas d'incidence. La vue plus les autres systèmes sont suffisants pour maintenir la position stable. Par contre, les yeux les yeux fermés, ça augmente un petit peu, mais pas de manière marquée. Si on met les pieds en tandem, donc les pieds en tandem, c'est un pied devant l'autre de cette manière-là, donc on devient beaucoup moins stable latéralement. Et bien là, le fait de n'avoir en tout cas de diminuer très fortement l'information qui provient de la voûte plantaire, altère très fortement l'équilibre. Et si en plus on retire les informations visuelles, alors vous êtes dans un état de déséquilibre très marqué. Donc il y a vraiment une incidence importante des récepteurs cutanés sur le contrôle de l'équilibre. Alors il y a des moyens d'aménager ce genre de problème, puisqu'encore une fois, si ça diminue avec l'âge, il faut trouver des solutions. Et une des solutions, par exemple, c'est d'avoir de bonnes chaussures ou de bonnes semelles dans les chaussures. Et vous avez ici un graphique qui vous représente la stabilité posturale, donc toujours notre petit spaghetti, donc toujours les déplacements du centre de pression, chez des sujets jeunes, dans 3 situations, lorsqu'ils sont pieds nus, lorsqu'ils portent des chaussures à semelles rigides, donc plutôt des chaussures de ville, ou quand ils portent des chaussures à semelles souples, donc plutôt des chaussures de sport ou des chaussures de marche. Chez la personne jeune, on ne voit pas trop de différence. Donc pour ce sujet, il y a une petite excursion ici, mais globalement, il n'y a pas réellement de tendance à ce que ça change. Par contre, si on prend la personne âgée, donc les tracés en haut, eh bien, vous pouvez voir que pieds nus, c'est beaucoup moins stable que sur les semelles sol dur et que c'est encore moins stable que semelles souples. Donc ça veut dire que le choix des chaussures et le choix des semelles au niveau des chaussures est aussi important et que par ce biais-là, on peut probablement limiter les effets du vieillissement sur l'altération des informations cutanées. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser des semelles spécifiques. Et donc ici, par exemple, il y a une série de recherches qui ont été menées en ajustant des semelles avec des petits rebords sur les côtés. Donc rappelez-vous, c'était surtout quand on était les pieds l'un devant l'autre qu'on était instable latéralement. Donc on va aller chercher à augmenter l'information cutanée sur les bords du pied. Et en faisant donc, des semelles bien spécifiques, donc, vous voyez ici l'idée de la semelle avec différents points renforcés, donc le contour du pied, au niveau du pouce, donc du gros orteil, et au niveau du petit orteil. Et ils ont testé l'efficacité de ces semelles. Donc vous avez ici chez des personnes, donc on a testé les semelles, donc soit avec des semelles classiques avant intervention, soit avec des semelles spécifiques, et vous voyez que vous avez une amélioration de l'équilibre avec ces semelles spécifiques, mais ce qui est également important dans cette étude, c'est que l'effet reste malgré que vous les portiez pendant plusieurs semaines. Parce qu'on peut très bien imaginer que vous mettez une nouvelle semelle dans votre chaussure, on va sentir qu'il y a une nouvelle semelle, donc ça va attirer notre attention, on va être plus attentif. Au bout d'un certain nombre de semaines qu'on porte ces mêmes semelles, le système normalement s'adapte et donc prend un peu moins d'importance ou donne un peu moins d'importance à ces informations-là. Et bien malgré ça, on peut voir que ces semelles, j'ai la main lourde, ces semelles ici permettent non seulement d'améliorer l'équilibre dès le départ, mais de maintenir cet équilibre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il y a des moyens de contrebalancer les effets du vieillissement au niveau des récepteurs cutanés, notamment ceux situés au niveau de la voûte plantaire. Alors après les récepteurs cutanés, on va arriver sur notre système vestibulaire, dont je vous ai fait déjà le speech. Donc on retrouve ici le système vestibulaire, donc avec différentes structures, et donc on a notamment des canaux semi-circulaires et l'utricule, donc je ne vais pas détailler, sauf que vous pouvez facilement voir sur ces schémas que la densité des cellules, donc des petits cils, donc des petits cils qui composent ces systèmes-là, diminue avec l'âge. C'est valable aussi bien au niveau du canal semi-circulaire que de l'utricule. Donc on a une diminution des petits cils qui sont en fait eux qui captent l'information de déplacement, d'accélération de la tête dans les différents plans de l'espace. Et de manière intéressante, une étude a cherché à étudier finalement les déficits vestibulaires
Donc je ne vais pas vous détailler les noms, c'est en anglais, mais simplement ici un score de déficit vestibulaire entre des personnes qui ont fait plusieurs chutes, entre des personnes qui présentent simplement des problèmes vestibulaires et des personnes qui ne présentent ni problème vestibulaire, ni risque de chute augmenté. Et ce qu'on peut voir, eh bien, c'est qu'entre les personnes chuteuses et les personnes avec problèmes vestibulaires, eh bien, on n'a pas de différence significative dans le déficit vestibulaire. Donc, un déficit vestibulaire doit être associé, probablement, ou peut être associé à tout le moins, à une augmentation du risque de chute. Et encore une fois, le système vestibulaire, il est important de rappeler que sur la station debout telle que je suis là, vous ne pouvez pratiquement pas voir de personnes, enfin vous ne pouvez pas observer un déficit vestibulaire. Pour voir un déficit vestibulaire, il faut que vous mettiez des conditions instables, autrement il est pratiquement impossible de prévoir un déficit dans cette situation très stable. Alors une des principales approches de remédiation à ces problèmes vestibulaires, eh bien, c'est ce qui est appelé la rééducation vestibulaire. Et vous avez ici différents exemples d'exercices qui sont demandés aux patients. Et là, c'est appliqué aussi bien chez des patients plus jeunes que des patients âgés qui présentent des troubles vestibulaires diagnostiqués. Et dans ce cas, vous voyez que vous avez tout un tas d'exercices qui, en fait, cherchent à mobiliser la tête dans tous les plans, mais également à dissocier les mouvements de la tête de l'œil. Donc ici, on demande au sujet de mettre la tête à droite et d'aller chercher le regard, ou de placer le regard, à gauche. L'idée, c'est que vous avez des systèmes réflexes entre le système vestibulaire et le système visuel. Ces systèmes réflexes sont notamment ceux qui vous permettent de marcher tout en maintenant une vue relativement stable. Quand vous marchez, vous n'avez pas l'impression de systématiquement avoir la tête qui monte et qui descend. C'est parce que vous avez des systèmes qui viennent compenser les déplacements du corps. Et donc, on va essayer de stimuler ces différentes connexions. Et donc, même ici, de partir de très haut et de partir de très bas, où là, il va également forcément y avoir un effet, en plus du vestibule, puisqu'il y a une accélération de la tête, vous allez également pouvoir mettre en avant, ou en tout cas essayer de travailler les problèmes de pression orthostatique. Donc, différents exercices. En termes d'aménagement du milieu, je n'ai pas encore, dans la littérature, trouvé de choses très très claires sur comment aménager le milieu pour compenser ces problèmes vestibulaires. Donc il semble que là, il faille directement une intervention sur le patient. Donc après, ici, l'aspect plus vestibulaire, on va aller sur le dernier aspect vraiment perception. S'il veut bien y aller, hop. Voilà. Et ici, on va plus particulièrement parler de la proprioception, donc de toute l'information qui provient des articulations et également des muscles. À savoir que chez le sujet sain, la source informationnelle la plus sensible pour capter le déséquilibre, c'est le système proprioceptif. Toujours, encore une fois, dans la station stable dans laquelle je suis. Donc c'est eux qui ont les seuils les plus bas pour pouvoir aller détecter le moindre petit mouvement. Donc c'est un système extrêmement important et qui va être nécessaire pour l'intégration et la capacité finalement à maintenir la position debout. Or, vous vous en doutez, ça change avec l'âge et donc on a une diminution de l'ensemble du système. Donc non seulement les récepteurs sont moins bons, les fibres nerveuses qui conduisent de l'information du muscle vers la moelle épinière sont en moins grande quantité et généralement elles conduisent de plus en plus lentement. Et même au niveau de l'intégration sensorimotrice, donc ces informations-là vont rester au niveau de la moelle épinière et faire une boucle réflexe. C'est la tape que vous avez chez le docteur. Quand il percute le tendon rotulien, vous avez la jambe qui se tend. C'est ce système réflexe qui est utilisé. Mais l'information proprioceptive, bien évidemment, va remonter jusqu'au cerveau pour donner l'information réelle qui va permettre de maintenir la station debout. Et donc tout diminue, et même au niveau des récepteurs articulaires, ça s'altère avec l'âge. Et expérimentalement, au laboratoire, on peut tester la quantité ou la qualité des activités réflexes en stimulant électriquement les fibres nerveuses. Donc je vous rassure, ce n'est pas de la torture, mais on peut, avec une toute petite stimulation électrique, donc de très faible intensité et très faible durée, donc indolore, engendrer des activités réflexes que l'on peut en retour enregistrer au niveau musculaire. Et un des réflexes les plus utilisés, c'est ce qu'on appelle le réflexe de Hoffmann, donc qui date déjà des années 1920. Et ce réflexe de Hoffmann est extrêmement utilisé puisqu'il vous permet
de savoir comment, ou plutôt d'avoir une indication sur l'intégrité de cette boucle réflexe, mais également sur la modulation de la boucle réflexe. Et comme je vous le disais en préambule, la station debout n'est pas contrôlée de manière réflexe. Elle est contrôlée par la voie descendante, mais l'information réflexe ou l'activité réflexe va contribuer à activer correctement les muscles. Et ce que vous pouvez voir sur ce schéma, c'est une étude qu'on a faite en testant des personnes de 20 à 80 ans, et on a testé justement ces activités réflexes dans 2 situations. Assise, ce sont tous les points gris, et debout, ce sont tous les points verts. Et la ligne pleine ici représente la valeur du réflexe qui change avec l'âge. Vous voyez qu'il y a une diminution. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est la valeur en position debout et que c'est la valeur en position assise. Donc dès l'instant où vous vous mettez debout, vous avez une diminution des activités réflexes. Donc là encore, ça va dans le sens où on ne va pas avoir une station debout principalement contrôlée de manière réflexe. Mais ce qui est également intéressant, bien évidemment, c'est le fait qu'avec l'âge, ces activités réflexes diminuent, quelle que soit la situation. Et j'ai une autre série de données qui montre que cette modulation, donc cette diminution nécessaire par le système neuromusculaire entre la position assise et debout, cette diminution est beaucoup plus marquée chez la personne âgée. Et donc ça laisse à penser qu'il y a de moins en moins d'importance, ou en tout cas une contribution de moins en moins marquée des activités réflexes sur le contrôle de la station debout. Et pour essayer de vous convaincre, on a fait une seconde série d'expériences, toujours en testant nos activités réflexes, mais cette fois-ci, ce qu'on s'amusait à faire, c'est d'appliquer de la vibration tendineuse pendant 1 heure. Donc on plaçait 2 vibrateurs sur les tendons d'Achille pendant 1 heure, et l'effet de ces vibrations, c'est de diminuer les afférences proprioceptives. Donc avec ce système-là, vous diminuez la quantité d'informations qui remontent de manière efficace jusqu'à la moelle épinière. Et ça nous a étonnés. Voici les résultats pour les sujets jeunes, donc avant la vibration, pour les sujets âgés après la vibration. On est toujours sur les fluctuations de l'équilibre. Et vous pouvez voir que les sujets jeunes, sont très fortement influencés par la vibration. Donc vous appliquez une vibration d'1 heure, vous altérez finalement l'information proprioceptive. Dans ce cas-là, vous allez avoir une altération de l'équilibre. Et chez la personne âgée, il ne se passe strictement rien. Pourtant, c'est la même vibration, on a on a fait des tests contrôle pour tester l'efficacité de cette vibration, il n'y a pas de différence. Donc il semble réellement que la personne âgée, quand on vieillit, on utilise de moins en moins cette circuiterie réflexe, et probablement lié au fait, mais ça c'est une autre série de données, que le système est altéré. Donc quand on met en relation l'altération du système avec la modulation des activités réflexes, on trouve une relation. Donc probablement que le système neuromusculaire prend en considération les altérations du système pour changer de stratégie de contrôle de la station debout. Alors heureusement, il est possible de compenser un minimum ces choses-là. Et ici, vous avez sur la gauche du schéma, de la figure, toujours notre réflexe H, donc toujours ce réflexe électro-induit ici, qui est notre référence en termes de proprioception. Et vous pouvez voir ici, avant un entraînement en tai chi, après un entraînement en tai chi, avant un entraînement en tai chi, après un entraînement en tai chi. La différence entre ces 2 graphiques, c'est simplement que dans un cas, on était sur une situation stable. L'estrade est relativement stable, donc ça doit être une situation stable. Et dans l'autre cas, on mettait sur un tapis de proprioception. Donc un tapis de proprioception, c'est un tapis épais comme ça, qui est relativement mou. Pour remplacer, vous prenez un gros coussin et essayez de vous mettre dessus. Vous allez voir que vous allez tout de suite commencer à aller à droite et à gauche. L'activité tai chi pendant plusieurs semaines a permis de réaugmenter légèrement la taille de l'activité réflexe. Et récemment, on a fait le même type d'étude, mais cette fois-ci en faisant un entraînement en renforçant musculaire associé à des exercices d'équilibre. Et donc on avait d'un côté une certaine quantité d'exercices de renforcement musculaire où les personnes venaient en salle de musculation, elles soulevaient des poids et en même temps elles faisaient des exercices d'équilibre. Et là aussi, on a été en mesure de montrer une augmentation de l'activité réflexe. Donc ce que je vous disais tout à l'heure de cette diminution du rôle de la proprioception, probablement peut être contrebalancé par des interventions spécifiques qui vont pouvoir travailler spécifiquement justement sur cette proprioception.
Hop, c'est pas le bon, c'est celui-là. Alors après avoir vu les aspects plus de perception, on va aller sur les aspects plus biomécaniques et donc de production de force. Pour l'instant, on était sur le versant sensoriel, prise d'informations au niveau visuel, prise d'informations au niveau vestibulaire, prise d'informations au niveau cutané et au niveau musculaire et articulaire. Maintenant, on va passer dans l'autre côté. Qu'est-ce que ces informations ? En fait, l'idée, c'est que ces informations-là définissent la commande motrice qui va arriver aux muscles des jambes. Donc on est toujours sur ce système-là. Et donc l'ensemble des informations qu'on a vues précédemment va déterminer quelle commande notre cortex notamment va envoyer aux muscles des jambes pour maintenir la position debout en fonction de la situation. Et un point majeur avec le vieillissement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le phénomène de sarcopénie. Et donc on a avec le vieillissement une diminution de la masse musculaire. Et on peut augmenter cette masse musculaire avec l'entraînement, mais quoi qu'il arrive, progressivement, et plus on avance en âge, moins on sera capable de régénérer le tissu musculaire. Et on a même essayé ici avec des compléments alimentaires, donc des compléments protéinés, et ça ne marche pas réellement. Donc on a un effet d'entraînement, mais à un moment donné, le système de synthèse protéique, donc la synthèse des muscles, est altéré avec l'âge. Et donc, vous voyez ici, par exemple, sur ces schémas, la taille, en tout cas une coupe transversale d'un muscle des jambes, donc on prenait le tibia et le péroné, et puis ici vous avez les jumeaux, et puis le solaire. Vous avez la même chose, au même niveau chez une personne de 75 ans. Vous voyez ici que la masse musculaire est diminuée. On voit également des infiltrations graisseuses au niveau de la masse musculaire. Et donc ça veut dire que le système musculaire perd de ses capacités de force. Puisque un des principaux paramètres ou facteurs associés à la force musculaire, c'est la masse musculaire. Si vous n'avez pas de masse musculaire, il y a peu de chances que vous soyez très fort. Je dis très peu de chances parce qu'il y a toujours des exceptions. Et quand on met en relation cette diminution de masse musculaire avec l'activité des muscles de la jambe, donc ici c'est une activité dite électromyographique où on enregistre simplement l'activité électrique des muscles via des électrodes de surface, et ça nous renseigne non seulement sur les stratégies utilisées par le système nerveux pour savoir comment ces muscles sont contrôlés, est-ce qu'il y a des coordinations, des synergies, mais ça permet également de quantifier l'effort que produisent les personnes pour maintenir par exemple la position debout. Et c'est le cas ici dans ce schéma, où vous avez ici toujours en gris l'activité électromyographique des muscles du gastromédial médial ici, du latéral ici et du solaire ici. Et dans les trois cas, vous pouvez voir que les barres vertes sont supérieures aux barres grises, en d'autres termes, que l'activité électromyographique nécessaire à maintenir la position debout est supérieure chez les personnes âgées. Et quand on normalise ça, quand on standardise ça avec l'activité maximale qu'on peut enregistrer lors d'une contraction maximale, donc on demandait aussi aux personnes de pousser le plus fort possible avec le pied, et donc on a une quantité totale de mg, donc la quantité maximale, et lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit que proportionnellement, pour des sujets jeunes, la station debout telle qu'elle est là nécessite une activation de l'ordre de 5 à 10% des muscles de la jambe, 5 à 10% de leur capacité maximale d'activation. Chez les personnes âgées, on est entre 15 et 25. Donc on double. Et encore une fois, pour l'instant, tous nos travaux portent sur des sujets âgés, plus de 65 ans, mais qui n'ont pas de comorbidité associée à l'âge. Donc on a directement, et généralement, ces sujets-là également, on l'a fait avec un système pas un système ici en imagerie médicale, mais en échographie, ont une diminution de la masse musculaire. Alors ce qui est également intéressant, c'est qu'on peut se dire, ok, l'activité musculaire est supérieure en station debout chez les plus de 65, comparativement aux moins de 65. Mais quel est l'impact sur l'équilibre? Alors avant de détailler ce schéma-là, il y a simplement un impact relativement simple, c'est que plus vous contractez à une haute intensité vos muscles, plus vous risquez de vous fatiguer. Donc maintenir la position debout quand vos muscles sont activés à 5%, vous n'avez aucun risque de fatigue. La seule chose qui va vous arriver, c'est une chute orthostatique, de pression orthostatique, mais sinon pas grand-chose. Par contre, quand vous commencez à contracter à 20, 25, 30%, là vous commencez à avoir un effort musculaire non négligeable, ce qui pourrait, quand vous marchez sur une certaine période, augmenter la quantité de fatigue générée. Or, d'autres études montrent que l'instabilité posturale augmente avec la fatigue musculaire. Donc ce n'est pas anodin non plus que l'activité musculaire soit plus importante chez la personne âgée. En tout cas en termes de contrôle de l'équilibre. Un autre aspect,
eh bien, c'est justement la stabilité posturale. Donc ici, vous avez la stabilité posturale sur les ordonnées, les abscisses, et la force relative développée pour maintenir la position debout. Donc là, c'est un système de calcul qui est utilisé de manière à essayer d'exprimer la force que développent les muscles de la jambe par rapport à leur force maximale. Donc ici, par exemple, on est à 20% de la force maximale de ces muscles, 30% de la force maximale, 40%, etc. Et ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite, eh bien, c'est que plus vous utilisez un fort pourcentage de votre force maximale au niveau des muscles de la jambe, plus vous êtes instable. Donc la diminution de force chez la personne âgée va également s'associer à une instabilité posturale, probablement parce que certains systèmes, notamment le système proprioceptif, deviennent encore moins efficaces quand vous contractez très fort. Donc il sera tout à fait intéressant de maintenir un minimum de force musculaire, de force neuromusculaire chez la personne âgée pour éviter le déséquilibre ou en tout cas les situations à risque. Je vais passer sur cette slide pour gagner du temps. Et une des conséquences ici, tout à l'heure je vous ai dit finalement la contribution des activités réflexes va diminuer avec l'âge pour le contrôle de l'équilibre. Par contre, ce qu'on peut voir ici, eh bien, c'est ce qu'on a fait, c'est d'étudier la commande, donc la commande qui part du cortex, qu'on appelle la commande motrice ou la commande descendante, et qui arrive jusqu'au muscle. Et pour ça, on utilise un stimulateur magnétique, donc ça envoie des pulses très courtes. En tout cas, ça génère un champ magnétique très court. Et lorsqu'on l'applique correctement au niveau du cortex, eh bien, on peut activer spécifiquement la voie, par exemple, qui descend jusqu'au muscle des jambes. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la courbe va à l'inverse. Donc, vous avez ici l'amplitude du potentiel évoqué, du potentiel moteur évoqué, en fonction de l'âge et en fonction de la position. Donc, ici, on est en position assise, ici, en position debout. Et donc, c'est l'inverse des activités réflexes, quel que soit l'âge. Donc, quand vous mettez debout, vous avez un léger shift entre des activités ou en tout cas une contribution de la proprioception plus importante vers moins importante en position debout. C'est l'inverse lorsqu'on passe de la position, en tout cas assise à debout, et qu'on regarde l'excitabilité de cette voie descendante. Et là encore, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation plus marquée chez la personne âgée. Et donc ça veut dire que la station debout va solliciter davantage de ressources supraspinales, donc ce qu'on appelle nous supraspinales, donc tout ce qui va être au-dessus de la moelle épinière, et probablement que ça nécessite également plus de ressources attentionnelles. On va y revenir juste après. Et donc, pour les moyens de lutter contre ce phénomène donc de sarcopénie, alors vous avez vu sur la dia qu'on parle également de dynapénie, qui est plus juste, puisque le facteur musculaire n'est pas le seul facteur qui explique la force musculaire, puisqu'il y a tout un aspect de commande motrice. Et donc, généralement, on parle maintenant plus de dynapénie pour faire face à la diminution de force et pas uniquement à la diminution de masse musculaire. Donc, concernant la force musculaire, eh bien, vous avez ici un entraînement en renforcement musculaire qui a été testé à la fois sur un groupe contrôle. Donc ici, le groupe contrôle ne faisait rien et ici, il s'entraînait. Et vous avez les performances en balance statique, c'est-à-dire qu'on les mettait simplement sur un pied et on regardait le temps qu'elles maintenaient sur un pied. Et vous pouvez voir que l'entraînement en force, le renforcement musculaire, a permis d'améliorer le temps de maintien sur un pied. Dans le groupe entraîné, bien sûr, sur le groupe qui n'a rien fait, il ne s'est rien passé. Donc ça, c'est une possibilité d'approche, mais cette approche-là n'est pas forcément faisable chez toutes les personnes âgées. Donc il faut aussi réfléchir à comment aménager le milieu, aménager l'environnement. Et dans ce cas-là, vous avez différents exemples. Par exemple, rajouter des appuis. Donc si les jambes ne sont plus assez fortes, on va céder des bras. Donc vous augmentez la probabilité de maintenir la position debout. En plus, d'un point de vue mécanique, vous augmentez les points de contact. Et vous voyez également que par rapport à la proprioception, on va mettre des poignées qui ne sont pas glissantes, parce qu'on perd également de la force au niveau de la main, mais également des poignées qui vont ramener beaucoup d'informations cutanées. Donc le fait d'avoir ces aménagements ici, d'avoir ces petits cercles au niveau de la poignée, va permettre d'augmenter aussi la sensation tactile de la main. Une autre possibilité, c'est d'aménager des rampes, non plus des rampes qui vont se situer au niveau de la main, mais des rampes qu'on va pouvoir glisser sous le bras. Encore une fois, on perd de la force également au niveau des bras. Si je suis déstabilisé, pour me rattraper d'une main, il faut que je sois relativement fort. Ici, on va compenser en mettant directement
eh bien, un rail beaucoup plus épais, et vous voyez cette personne en fait qui va descendre les escaliers en mettant directement, en se coinçant directement comme une béquille, les anciennes béquilles, directement sous l'épaule, au niveau de l'aine, pardon. Et donc ça, c'est une possibilité, encore une fois, d'aménager le milieu. Et donc là, ici, probablement que ça sera d'autant plus important que vous avez des personnes qui présentent une faible force musculaire. Et je vais finir ici avec ces aspects donc, de cognition. Donc ici, il y a un aspect cognitif, et comme je vous le disais juste à 2 slides auparavant, eh bien, probablement que le mode, la stratégie de contrôle entre l'âge de 20 ans et l'âge de 80 ans change, et on va avoir une évolution vers beaucoup plus de contrôle cortical, et ce contrôle cortical eh bien, va probablement être associé à une charge attentionnelle plus marquée. Et donc on n'a pas été les premiers à le faire, en tout cas dans cette situation oui, mais d'autres l'ont montré également. On a testé justement la charge cognitive de la station debout, et donc on demandait aux personnes âgées eh bien, de maintenir sur un tapis de proprioception, donc un sol relativement instable, donc l'équilibre est déjà un peu instable dans cette situation-là, et ils faisaient un jeu qui s'appelle un jeu de Stroop, on l'a adapté pour la situation, mais le but du jeu c'est d'avoir 2 types de réponses possibles, et de dire uniquement la couleur d'écriture du mot. Donc dans le cas de vert, la couleur d'écriture est cohérente, on dit congruente, donc ici la personne devait dire vert, ça tombe bien, le mot est vert, donc il y a une congruence entre le sens du mot et la couleur d'écriture, sachant que ce qu'ils doivent donner comme information, c'est la couleur d'écriture. Quand on passe à l'autre situation, eh bien le mot vert est écrit en rouge, et donc ça induit un travail cognitif supérieur. On appelle un travail de la mémoire de travail un peu plus supérieur, puisqu'il faut dissocier le sens du mot de la couleur d'écriture du mot. Et je peux vous garantir qu'on tombe tous dans le piège. Et plusieurs fois même, parce qu'on faisait ça plusieurs fois. Et donc on s'est amusé à tester à la fois l'équilibre, puisqu'en dessous de ce tapis-là, il y a une plateforme de force, et de tester eh bien, les scores cognitifs. Et il est apparu que finalement, l'équilibre n'était pas perturbé par la double tâche chez la personne âgée. Donc, quand on faisait ce jeu-là, l'équilibre ne changeait pas entre les situations congruentes à congruentes, et même quand on comparait avec l'absence de tâches cognitives. Donc, on avait une situation de contrôle où il ne faisait rien, et l'équilibre, quelle que soit la situation, n'était pas modifié par ça. Cependant, les scores cognitifs, eux, étaient très altérés. Et donc, on s'est retrouvé avec une situation où, eh bien, on peut voir qu'entre des situations congruent et incongruent, je vais plutôt me mettre de ce côté-là, eh bien, il y a une augmentation chez la personne jeune, donc c'est plus compliqué, et là on mesurait les temps de réaction, donc elle devait nous donner la réponse, et on mesurait avec un micro, avec le signal d'un micro pour calculer les temps de réaction. Eh bien, on peut voir ici que chez la personne âgée, forcément, même jeune, pardon, on prend plus de temps pour répondre à une situation incongruente. Encore une fois, il faut le temps pour dissocier le sens de la couleur. Mais vous pouvez voir que cette augmentation, elle est beaucoup plus marquée chez la personne âgée. Or, quand on l'a testé en position assise, ce n'était pas le cas. Donc, ce qui va se passer avec probablement le vieillissement, c'est qu'on va donner une priorité aux tâches d'équilibre comparativement aux tâches cognitives. Et donc, ça veut dire qu'on commence à être dans une situation où on a une vraie interférence entre les ressources attentionnelles dédiées à l'équilibre, les ressources attentionnelles dédiées à la tâche cognitive, et qu'à un moment donné, si ces ressources sont trop importantes, peut-être parce que justement on va avoir une contribution corticale beaucoup plus marquée, eh bien il va y avoir une nécessité de faire un choix entre les deux. Et donc bien évidemment, là, il faut se rappeler d'une manière générale que l'équilibre tel que je suis là, ou la marche, n'est pas une fin en soi. On ne tient pas en équilibre pour tenir en équilibre généralement, on tient en équilibre par exemple pour vous parler, donc je dois faire autre chose en même temps. Je marche pour aller faire mes courses, mais pendant que je fais mes courses, je marche, mais je suis en train de penser, tiens, est-ce que j'ai oublié ci, oublié ça. Donc une diminution des capacités à faire les 2 tâches à la fois peut induire une diminution d'autonomie de la personne âgée. Et par exemple, ces capacités de double tâche eh bien, sont d'autant plus faibles chez des sujets, chez les sujets chuteurs. Donc si vous prenez des personnes âgées non chuteuses et des personnes âgées chuteuses, eh bien, les chuteurs montrent systématiquement des scores beaucoup moins importants en termes de double tâche. Alors je vais passer sur celle-là, c'est exactement la même chose, sauf que là c'est en marche, et vous avez, enfin je vais la détailler alors,
la proportion de chute, donc la proportion de mois sans chute, pardon, ici en ordonnée, le mois après l'étude, et vous aviez en fait deux groupes de personnes, ceux qui, lorsque vous parliez avec eux en même temps que vous marchiez, s'arrêtaient de marcher. Donc ça, c'est un test très classique en gériatrie. Vous marchez avec la personne, puis à un moment donné, vous commencez à lui parler, et dans certains cas, la personne ne peut pas faire les deux à la fois, elle va s'arrêter pour vous répondre. Ou alors, elle ne vous répondra pas. Ce qui n'est pas de l'impolitesse, c'est qu'elle ne sait pas gérer les deux à la fois. Et bien, dans cette étude, ils ont montré que ceux qui s'arrêtaient pendant que vous leur marchiez, eh bien, avaient un taux de chute beaucoup plus marqué que les personnes qui étaient encore capables de faire les deux. Alors, heureusement, il y a de plus en plus d'études qui portent sur ce sujet-là. Et vous pouvez voir, par exemple, la première étude ici, où eh bien, vous aviez un groupe qui n'a rien fait et un groupe qui s'est entraîné en double tâche. Donc, il y avait un entraînement en double tâche, donc ils faisaient des tâches d'équilibre avec des tâches cognitives. Et dans cette étude, eh bien, ils ont montré une amélioration de la vitesse de marche en double tâche. C'est important, en double tâche. Donc on les entraînait, et en double tâche, eh bien, ils étaient capables de marcher plus vite. Donc il y avait moins d'altérations, moins d'interférences entre cognition et moteur. Une autre étude, elle par contre, a montré des améliorations cognitives. Donc dans la tâche, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une possibilité de donner une priorité à la tâche d'équilibre ou de cognition. Eh bien, suite à un entraînement en double tâche, eh bien, ces auteurs ici ont montré eh bien, qu'il y avait une meilleure... Pardon, c'était ici, un changement, eh bien, un meilleur score aux tâches de Stroop, celui que je vous ai montré, donc entre donner la couleur simplement d'écriture du mot, même si le mot signifie une couleur inverse. Donc il est possible de travailler cette capacité à faire deux choses à la fois, avec des effets à la fois sur l'aspect moteur, mais également sur l'aspect cognitif. Alors, en guise de conclusion, il me manque toujours mes petits panneaux verts, j'espère que pour la dernière slide, ce ne sera pas le cas. On a vu que le système visuel, finalement, il y avait une altération de la vue et une augmentation du rôle de la vue, et qu'il était possible peut-être de jouer avec les corrections de l'acuité visuelle, mais que ce n'était pas évident. Par contre, on pouvait augmenter le balisage. Au niveau cutané, une diminution de sensibilité qu'on pouvait compenser par une augmentation des stimuli, par exemple les semelles que je vous ai montrées. On a au niveau vestibulaire la possibilité eh bien, de contrebalancer la baisse de sensibilité par une rééducation vestibulaire. Au niveau de la proprioception, je vous ai montré que l'entraînement pouvait avoir un effet, l'entraînement physique. Au niveau de la force musculaire, l'entraînement physique et peut-être un aménagement du milieu. Et enfin, en termes de cognition, en termes des capacités cognitives, eh bien, probablement qu'un entraînement en simple ou double tâche pourrait également avoir des effets positifs sur les situations d'équilibre chez la personne âgée. Voilà. Donc, pourquoi c'est également important de parler de la chute ? Pour la peur de chuter, le syndrome post-chute. Alors normalement ici vous avez la chute, on ne la voit pas bien, mais s'associe à la chute. D'un autre côté, c'est aussi à rappeler que dans plus de 10% des cas, les chutes ne sont pas rapportées aux cliniciens, par peur justement de dire qu'on a chuté et de dire voilà, la chute est un élément qui marque le début d'un déficit chez la personne âgée et que beaucoup de personnes âgées n'osent pas le dire. C'est pas pour ça qu'elle n'est pas cachée, mais ça me permet de vous le dire. Donc ici on a donc une chute. Et avec la chute vient la peur de chuter, bien évidemment. Et avec la peur de chuter vient la diminution des activités. Donc quand j'ai peur de chuter, eh bien je fais de moins en moins. Et comme je fais de moins en moins, eh bien je me déconditionne de plus en plus. Donc je perds de la force musculaire, je perds de capacité d'équilibration, et donc je deviens beaucoup moins apte à réagir à une situation de déséquilibre. Et donc ça va engendrer, donc ça c'est la diminution des capacités. Donc ça va engendrer forcément une augmentation du risque de chute, mais également engendrer un phénomène de post-chute, donc le syndrome de post-chute, où parce que j'ai chuté, je n'ose plus faire. Et donc ici, j'ai repris la phrase de Brel dans sa chanson Les Vieux, qui reprend exactement cette idée-là. C'est du lit à la fenêtre, du lit au fauteuil, puis du lit au lit. Donc si vous commencez à diminuer votre activité, vous allez la diminuer de plus en plus jusqu'à ne plus rien faire. Donc il faut systématiquement et pousser d'une manière ou d'une autre, en aménageant le milieu, on l'a vu, mais également en ayant des interventions plus spécifiques, eh bien, limiter ce passage du lit à la fenêtre au lit au lit. Et ce risque de chute eh bien, est associé, ou cette peur de chuter, pardon, est associée aux altérations qu'on a vues tout à l'heure, donc les altérations du système vestibulaire, les altérations du système visuel et les difficultés d'équilibration. Et vous pouvez voir que si vous n'avez aucune
aucun déficit, votre peur de chuter est faible. Plus vous rajoutez un déficit, ici l'oreille interne, la vision, l'équilibre, vous en mettez 2, vous en mettez 3, et plus ça augmente. Donc vous avez une peur de chuter qui augmente avec la quantité de déficit sensoriel qu'on va observer chez la personne âgée. Mais encore une fois, on l'a vu, on peut compenser un minimum, et donc il est nécessaire de le compenser pour éviter le syndrome de décompensation. Alors le dépistage du risque de chute, je suis en retard, dépistage du risque de chute, eh bien, des tests cliniques très simples à faire, le Time Up and Go, l'échelle de Berg qui est un questionnaire et l'ABC Scale qui est un questionnaire, qui sont très fortement reliés aux problèmes d'équilibration et de chute. La prise de médicaments, notamment les psychotropes et les médicaments cardiovasculaires, qui sont l'une des principales causes de chute chez la personne âgée. Les polyneuropathies, les démences, dépression, l'état nutritionnel, donc le bilan azoté, c'est en d'autres termes la façon de voir la masse musculaire, mais également les carences vitaminiques, notamment les vitamines D et B, et l'historique de chute. Une personne qui a chuté a beaucoup plus de probabilité de rechuter. L'arbre décisionnel, et donc vous voyez que cet arbre décisionnel, c'est un graphique fait par le réseau francophone de prévention des traumatismes et de la promotion de la santé. Et vous pouvez voir ici que les principaux tests, c'est d'abord le Time Up and Go et le risque de chute, assimilé avec est-ce que vous avez déjà chuté. Et dans ce cas, en fonction des réponses, ils ont établi qu'il y avait une évaluation beaucoup plus approfondie qui reprend l'équilibre, les pathologies, les médicaments, le risque de chute, la peur de chuter, la dénutrition, l'alcool et le domicile, donc tout ce que je vous ai dit avant. Et puis si par contre, il n'y a pas de risque de chute majeur en réponse, en tout cas donnée par ces deux tests, alors il faut plutôt mettre en place une situation de prévention et donc mettre en place des situations qui vont limiter la perte d'équilibre. Voilà. Et donc là, il en manque la moitié, bien évidemment, mais ce qui est le plus important, c'est qu'ici, vous avez la multifactorialité de la chute, et ça, c'est un élément clé. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure est vrai, mais un facteur seul n'explique pas la chute. C'est souvent un ensemble de facteurs qui viennent expliquer la chute, et dans le cas présent, il faut prendre en compte la personne, avec les troubles d'équilibre et de marche qu'elle a, les pathologies chroniques et aiguës. Il faut prendre en compte l'environnement, les dangers de domicile et l'environnement extérieur. Et il faut prendre aussi également ses comportements. Et dans ces comportements, on a les comportements alimentaires, les comportements médicamenteux, la sédentarité, la peur de chuter et les consommations d'alcool. Voilà, désolé, il manque la moitié des petits trucs. Donc je rappelle ici, on avait la personne, l'environnement, les comportements. Et je vous remercie pour votre attention.